Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. D'importants changements ont été opérés au sein de la police nationale. Un nouveau directeur central de la police administrative ainsi qu'un autre responsable de la police judiciaire ont été installés ce mercredi dans leurs postes respectifs. Libération par le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince de 12 personnes soupçonnées d'implication dans les actes de pillage des 6, 7 et 8 juillet dernier. La nomination d'un Premier ministre n'est pas la priorité de l'heure, selon la fusion des sociodémocrates qui préconise de préférence une concertation entre les différents secteurs dans la perspective d'un pacte d'engagement commun dans l'intérêt de la nation. Metro News vous est apporté par Haytrack, l'esprit bâtisseur. Mobile 1, c'est plus qu'un lubrifiant. C'est le mélange parfait de plusieurs huiles qui se transforment en molécules pour vous permettre d'aller plus loin, beaucoup plus loin qu'avant. C'est l'évolution de votre moteur. Choisissez les lubrifiants mobiles. Ici vit l'énergie. Les derniers événements en Haïti ont été vécus également par les Haïtiens de la diaspora. Ce soir, nous avons avec nous M. Stanley Lucas, ambassadeur at large et spécialiste en développement politique, pour nous donner un petit peu le pouls de cette diaspora et de Washington. Bonsoir Stanley Lucas. Bonsoir Serge et bonsoir aux auditeurs de Télémétropole. Stanley, dites-moi, comment sont perçus les derniers événements qui se déroulent aujourd'hui en Haïti par la diaspora haïtienne d'abord et également par Washington? Bon, au niveau de la diaspora, il faut dire qu'il y a 4 200 000 Haïtiens qui vivent dans 39 pays à travers le monde. Donc, au niveau de la diaspora, il y a un intérêt permanent sur ce qui se passe en Haïti en matière de développement politique et économique. Donc, les derniers événements ont eu un impact très négatif sur la diaspora. À cause de ces événements, il y a à peu près 102 magasins qui ont eu des dommages. L'économie a perdu 50 millions de dollars américains et il y a à peu près 3000 personnes qui avaient des emplois permanents et qui ont perdu leurs emplois. Se retrouve au chômage. Économique et politique se détériore en Haïti. Il y a plus de demandes, plus de pression des familles haïtiennes sur les familles de la diaspora pour envoyer un peu plus d'argent ou des ressources additionnelles pour supporter les gens qui sont dans une situation socio-économique difficile. Donc, les événements récents ont eu un impact très négatif sur la diaspora. Mais est-ce que ça signifie que les transferts qui dépassent les 2 milliards de dollars, est-ce que ça signifie que la diaspora va accroître son aide ou au contraire qu'il se désintéresse de ce qui se passe ici? Bon, et ici aux États-Unis, les transferts vers Haïti annuellement représentent 2 milliards 500 millions de dollars américains. Ces transferts seront affectés en 2019 s'il n'y a pas une résolution pour les 56 000 Haïtiens qui ont le statut TPS. On peut observer une réduction de ces transferts à cause de ça. En ce qui a trait au Chili, les transferts ont augmenté de 86% par rapport à ceux qu'ils représentaient en 2010. Donc, pour moi, on va observer probablement pour les 10 années à venir une augmentation des transferts de la diaspora vers Haïti, particulièrement du Mexique, du Chili, du Brésil, de l'Argentine, des États-Unis, du Canada et finalement de la République dominicaine. Bon, les transferts des pays de la Caraïbe sont très minimes, mais ils sont d'importance aussi. Donc, pour moi, il y a une nécessité d'organiser ces transferts pour essayer de voir comment ces transferts peuvent avoir un impact positif sur le développement économique du pays.
En ce qui a trait à Washington, je dirais que les grands dossiers prioritaires pour Washington, c'est la Chine, la Russie, la Corée du Nord, les relations avec l'OTAN et les dossiers commerciaux. Même quand on rentre dans la région, Haïti n'est pas prioritaire. Les pays qui sont prioritaires, c'est le Mexique et le Canada à cause de NAFTA, le Venezuela à cause des relations tendues et les développements politiques et économiques récents qui ont un impact négatif sur la région, le Nicaragua et Cuba. Bien entendu, au Congrès américain, il y a un intérêt pour Haïti au sein des députés et sénateurs qui sortent des États où il y a une communauté haïtienne très forte, mais malheureusement, il y a un manque de travail, de culture des relations à l'intérieur du Congrès qui a une très bonne volonté par rapport à Haïti. Par exemple, l'administration Trump ne voulait pas donner de l'argent pour le choléra à Haïti, et ce sont ses amis du Congrès qui ont fait l'effort. Mais malheureusement, je crois que notre mission ici doit travailler un peu plus pour profiter de ce qu'on appelle du goodwill qu'il y a pour Haïti au sein des démocrates et des républicains du Congrès des États-Unis. OK, merci Stanley. Là, on a vu un petit peu plus l'aspect économique, mais d'une façon générale, est-ce qu'Haïti fait encore partie des préoccupations de Washington? Je pense en particulier au conflit, pas vraiment un conflit, mais à la tension qui a existé entre Washington et Port-au-Prince suite à l'attitude du gouvernement d'ici par rapport au Venezuela et du nouvel accord qui a été signé, un nouveau Petro-Caribé. Et puis, autre question, dans le même temps, est-ce que l'arrivée au pouvoir de Donald Trump a changé la donne? Bon, c'est sûr que lors du dernier sommet des Amériques, nous avons perdu des plumes dans les relations haïtiano-américaines par rapport au dossier du Venezuela. Je crois qu'il y a une réflexion interne qui doit se faire au sein de notre gouvernement, parce que pendant les 30 dernières années, Haïti s'est battu pour établir une démocratie, une constitution pour le respect des principes démocratiques. Lorsqu'on observe ce qui se passe au Venezuela et au Nicaragua, c'est vrai, à court terme, le gouvernement vénézuélien nous donne des moyens pour nous aider dans certaines initiatives de développement économique, mais nous devons aussi nous poser la question, est-ce qu'à long terme, nous n'allons pas avoir des problèmes avec les peuples de ces deux pays, notamment le Venezuela et le Nicaragua. Donc ça demande une réflexion interne. Donc au niveau de Washington, c'est sûr que nous avons perdu des plumes dans le cadre du dossier Venezuela. Au sein de l'administration Trump, franchement, je ne crois pas qu'il y a beaucoup d'intérêt pour Haïti, malgré les promesses que le président Trump avait faites à la communauté haïtienne en Floride. À l'époque, quand il était candidat à la présidence, il avait déclaré que si les Haïtiens américains de la Floride votaient pour lui, il serait leur champion. Et malgré tout, les Haïtiens ont été très déçus par la décision que l'administration Trump a pris sur le dossier du TPS. C'est ça. Maintenant, du point de vue purement politique, à quoi s'attend la diaspora aujourd'hui par rapport à la situation économique, politique, pardon, par rapport à ce vide gouvernemental, par rapport à la contestation qui s'élève contre le président Moïse? Quelle est la température de la diaspora sur cette question purement politique haïtienne? Bon, il faut dire aussi que les crises politiques de 1987 à 2018 ont poussé 83% des compétences haïtiennes à aller vivre à l'étranger. Ça veut dire aujourd'hui, 83% des compétences nécessaires pour le développement économique, politique et social, ils sont à l'étranger. Donc, ces Haïtiens veulent retourner chez eux. La diaspora qui a vécu à l'étranger pendant 30-40 ans et qui a accumulé des richesses voudrait retourner prendre leur retraite au pays.
Les jeunes qui sont à l'université, ils voudraient être utiles au pays, mais il faut créer les conditions. Malheureusement, au niveau du leadership politique, et ça je parle en général, il n'y a pas, il y a ce qu'on appelle un manque d'offres. C'est quelle est la vision pour les 50 ans à venir des différents partis politiques. Lorsque cette question elle est souvent posée par la diaspora, quelle est la vision des partis politiques haïtiens pour les 50 prochaines années par rapport aux défis économiques, aux défis sociaux, aux défis politiques? En général, il n'y a pas une très bonne réponse. Donc, au sein de la diaspora, il y a une certaine appréhension, il y a une inquiétude permanente, mais il y a aussi ce brin d'espoir que les choses peuvent et pourraient changer. Et c'est, je crois, à ce brin d'espoir qu'il s'attache, et c'est dans ce sens que le processus entamé pour choisir un nouveau Premier ministre est suivi de très près par la diaspora. Donc, nous sommes en train, en tant que diaspora, la diaspora est en train de regarder les expériences vécues avec les premiers ministres, les défis qu'Haïti devra affronter dans les 18 prochains mois, ce que dit la Constitution sur le choix du Premier ministre et le style du président Jovenel Moïse. Et la question, c'est qui va sortir vivant de ce processus? Oui, parce que jusqu'à présent, on attend encore même quelques noms, même bien que hier, on nous ait assuré que le nom du Premier ministre serait connu probablement dans le courant de cette semaine-ci. Donc, on attend pour voir. Mais une chose est sûre, c'est que le choix du Premier ministre dépendra des priorités politiques et économiques et des priorités sociales. La première priorité politique pour les 18 prochains mois, il faut un Premier ministre capable d'organiser les élections législatives. Parce qu'on sait en Haïti qu'il y a peut-être un secteur politique qui va essayer de bloquer le processus électoral pour créer une crise. Les priorités économiques, on les connaît. La croissance économique est à 1,3, 1,4%. Et pour retirer des gens de la pauvreté en Haïti, il faut une croissance économique de 7 à 8%. Est-ce qu'on peut nommer un Premier ministre qui peut accélérer la croissance à 3 ou 4%? Les problèmes sociaux, on les connaît. C'est la rentrée scolaire, c'est le fonctionnement de la santé. Et est-ce qu'on a un Premier ministre qui peut, si tu veux, apporter des solutions urgentes à ces problèmes? Et puis bon, il y a la politique énergétique qu'on sait qui est responsable du déficit budgétaire d'Haïti chaque année. Les deux plus grands postes de déficit budgétaire chaque année en Haïti, c'est l'essence et l'électricité. Nous consommons à peu près 18 à 22 000 barils de pétrole par jour et à peu près 540 000 barils par mois. Les prix de pétrole sont en train d'augmenter à travers le monde à cause des sanctions économiques sur le Venezuela et sur l'Iran. Quelle est la stratégie en matière de politique énergétique pour Haïti, notamment les produits pétroliers et l'électricité? Est-ce qu'on aura un Premier ministre capable de gérer ces difficultés? Tout ça, c'est sur la table. Et est-ce qu'on aura surtout un Premier ministre qui sera capable, dès les premiers jours, d'éteindre les cendres encore fumantes des derniers événements? Et on ne parle pas du mois d'octobre, qui est le mois le plus dangereux de la saison cyclonique. Tu te rappelles que la dernière fois qu'on a eu l'ouragan Mathieu, qui a détruit pour 3 milliards de dollars américains en une soirée, et les cyclones les plus dangereux en général, c'est en octobre. Donc, il faut mettre tout ça sur la table. Et bien entendu, le peuple attend des exemples concrets en matière de lutte contre la corruption par rapport au train de vie de certains ministres de l'exécutif et des parlementaires. Comme tu le sais, le budget du Parlement est de 7,2 milliards de gouttes par année. Un député nous coûte 31 millions de gouttes par année. Un sénateur nous coûte 123 millions de gouttes. Ça veut dire que un député haïtien, un sénateur haïtien a 3 fois le salaire d'un parlementaire américain. Merci de la comparaison. Merci infiniment Stanley. Stanley Lucas, ambassadeur at large et spécialiste en développement politique qui nous appelait depuis Washington.
Bonsoir Stanley et encore merci. L'ancien sénateur Andris Richer se dit en faveur de la nomination d'un Premier ministre ferme, mais ayant le sens du dialogue. Invité à la rubrique Le Point ce mercredi, l'ex-élu de la Grand'Anse a incité les parlementaires à ne pas interférer dans la formation du gouvernement et le chef de l'État à consulter les partis politiques de l'opposition. Question 1, sont questions d'engagement. Est-ce qu'on pour l'avancement de ce pays ou non? Est-ce qu'on voulait que le pays avance ou non? Est-ce qu'on voulait que ces 11 millions d'individus arrivent satisfaire aux besoins fondamentaux de ces gens-là? Si vous partez de l'idée ça, donc vous devez partir à la recherche d'un individu ayant cette capacité de vous aider à réaliser ce boulot. C'est-à-dire, qui est capable peut-être de devant réconcilier ça, moins que mériter réconcilier dans le pays. Je dis à là, il faut qu'il y ait un discours à la fois franc, honnête, Et sincère. Sincère et engagé. Et engagé. Moi, je pense que, et c'est ce que je demande au président Jovenel, que aujourd'hui, face à cette situation, c'est vrai qu'il a été élu, il a un mandat, mais aujourd'hui, il faut savoir faire des concessions, c'est-à-dire faire en sorte que on essaye de voir dans la société, avec les autres organisations politiques, quelle est la meilleure formule de former un gouvernement qui pourrait à la fois temporiser les choses, mais aussi permettre qu'il y ait un renouvellement de confiance. Le prochain Premier ministre, je veux dire, tu as supposé un individu qui a cette capacité-là, c'est-à-dire la capacité de rassembler autour de lui, pas comme s'il n'a d'autant que mouton de panuche, mais rassembler au niveau des idées, au niveau des orientations, au niveau de ce qui doit être fait pour que le pays ait une certaine stabilisation et puis pour que nous puissions avancer. Et même au niveau de la désignation des ministres, ou pas prendre n'importe pour mango ou mettez ministre. La nomination d'un Premier ministre n'est pas la priorité de l'heure. C'est la position exprimée par la fusion des sociaux-démocrates. Cette formation politique, qui a été consultée par le président de la République, préconise la concertation entre les différents secteurs dans la perspective d'un pacte d'engagement commun dans l'intérêt de la nation. Trouver un remplaçant à Jack-Guy Lafontan dans le contexte actuel n'apportera rien au pays, sinon l'enfoncer dans la crise, ont fait savoir ce mercredi Edmond de Supplice-Bozil et Rosemont Pradel, respectivement présidente et secrétaire générale de la fusion. En font concertation entre les différents secteurs de la vie nationale, secteur privé des affaires, secteur social, secteur politique, secteur religieux, nous chita, le président de la République fait un discours de chef d'État responsable, profond, et qui met cette élite en face de leurs responsabilités. Pour dire pays que les Haïtiens, dans l'État là, ce n'est pas lui qui mène tête là. Donc à partir de ce moment, même s'il fait 2 semaines, 3 semaines à discuter, et discuter dans cette concertation pour arriver à un projet national. Ça n'a fait avec Haïti, 27 750 km², 12 millions d'habitants. Ça n'a fait avec. Et écrire et signer un pacte d'engagement entre les différents secteurs pour faire l'autre pays, pour l'autre Haïti, dans l'intérêt de la majorité de la population. Le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince a procédé à la libération de 12 personnes soupçonnées d'implication dans les actes de pillage les 6, 7 et 8 juillet derniers. Par ailleurs, Maître Oknam Klamé-Daméus a transféré plusieurs autres dossiers au cabinet d'instruction. Le commissaire du gouvernement poursuit actuellement les auditions de témoins et de victimes pour déterminer qui sont les auteurs intellectuels et ou les exécutants afin qu'ils soient jugés par devant le tribunal compétent.
D'importants changements ont été opérés au sein de la police nationale suite à la visite du président de la République à la direction générale de cette institution. Notre reporter Luc Nergaro a assisté à ces différentes cérémonies d'installation. Il vient nous donner le détail des changements qui ont été opérés. Bonsoir Luc Nergaro. Bonsoir Serge, bonsoir à toutes et à tous. Vous l'avez dit, des changements opérés suite à cette visite du président de la République à la direction générale de la police. Bon, on va dire que ce sont des changements qui devraient normalement faire l'objet d'approbation du CSPN si l'on se réfère à l'arrêté du 23 mai. Du 23 mai, absolument. Mais le CSPN aujourd'hui ne peut pas fonctionner vu qu'il n'y a pas de Premier ministre et donc pas de président du CSPN. On va dire que le Premier ministre ne peut pas engager l'État. Donc ces changements qu'il devrait valider, on va dire que la direction générale serait peut-être seule à opérer ces changements. Mais il faut aussi mettre ces changements dans le contexte de la visite du président qui s'est entretenu avec Michel Gédéon pendant plus d'une heure pratiquement. Ouais. Donc, est-ce que ces changements ont été opérés de concert avec le président, sous demande du président? On ne sait pas, mais la question se pose, notamment par rapport à cet arrêté. Est-ce que l'arrêté est caduc? Parce que c'est un arrêté quand même controversé, il faut le dire. Et est-ce que l'arrêté est caduc et que le directeur général peut agir seul sans l'approbation du CSPN? Ce sont des questions légitimes à poser. Mais une chose est sûre, c'est que les changements sont opérationnels. L'inspecteur général en chef de la police a installé aujourd'hui les 2 nouveaux directeurs à la tête de la DCPA et la DCPJ. Est-ce qu'on peut dire, Luc Nergaro, que vu que ces changements sont arrivés de manière inattendue, personne ne les prévoyait, juste après la visite du président de la République, est-ce que ce n'est pas peut-être un signe que les tensions dont on disait qu'elles existaient entre le président et Michel Gédéon, est-ce que ce n'est pas la preuve que tout ça, c'est du passé et qu'aujourd'hui, ils travaillent la main dans la main? Michel Gédéon le disait qu'avec le président, ça passait bien. Oui, le président l'a repris évidemment mardi lors de sa visite. Il se parle presque tous les jours, il parle pays, il parle sécurité. Donc, peut-être que ce sont des signes clairs pour dire que ça va, on s'entend et ensemble, on peut faire des choses. Voilà. Parce que je suis sûr que si le président a rencontré Michel Gédéon hier et que hier mardi, les changements ont été annoncés, il se pourrait que ces changements aient été discutés entre le directeur et le président. Bon, là, on peut être sûr de ça. Donc, quelque part, selon les observateurs, c'est un bon signe, et notamment pour le pays, quand le président s'entend avec le directeur général de la PNH. Donc, ça peut faire l'affaire de la police et du pays en général. Est-ce que vous pouvez très rapidement nous donner les noms et les différentes directions qui ont changé de tête très rapidement? Très rapidement. Les 2 changements principaux concernent la direction générale de la police administrative et la police judiciaire. La DCPA, c'est l'entité qui s'occupe de toute la police administrative. Donc, tout ce qui n'est pas UDMO, CIMO et corps spécialisé, c'est la police administrative. Donc, il y a une direction qui gère, cette partie-là, et logistique, transfert, chèque. D'un point de vue administratif. Donc justement, c'est la direction qui gère ça. Et c'était géré depuis 2 ans par l'inspecteur Joanny Caneus. Joanny Caneus, maintenant, qui laisse sa place à Carl-Henri Boucher. Carl-Henri Boucher, c'est un nom dans l'institution. C'est quelqu'un qui a 23 ans de carrière, qui a tout un parcours. Directeur général, directeur départemental du Nord. Il était aussi cadre de la DCPJ. Récemment, il occupait le poste de coordonnateur des directions générales dans tout le pays. C'est un vieux de la vieille. Donc maintenant, il est directeur de la police administrative. Donc il promet de bien faire son travail en collaboration, bien sûr, avec tous les policiers. Joanny Caneus, qui a passé 2 ans à la tête de la DCPA, maintenant, il est transféré à la DCPJ. Il remplace l'inspecteur général Normil Rameau. Donc Joanny Caneus, lui, qui promet d'être à l'écoute de tout le monde. N'oubliez pas que la DCPJ, c'est la police répressive, alors que la DCPA, c'est la police préventive. C'est ça. Donc, avant, Joanny Caneus empêchait les crimes. Maintenant, il va lutter pour appréhender ceux qui ont commis des crimes. Donc, c'est un grand virage pour l'inspecteur Caneus qui promet de travailler sur les traces de Normil Rameau, qui a quand même fait du bon travail à la tête de la DCPJ, selon l'inspecteur général en chef, Ralph Stanley Jean-Brice, qui lui a procédé à l'installation de ces 2 nouveaux directeurs. Donc voilà un petit peu pour les noms. S'il y a d'autres changements, c'est le porte-parole qui a été remplacé. On sait que François Bourg a été promu directeur départemental des NIP. Maintenant, c'est
Michel-Ange Louis Jeune, qui remplace Franz Un Verboom autre comme... Michel-Ange. Un autre Michel-Ange. Décidément. Et maintenant qui est Beaucoup de porte-parole. Michel-Ange Oui, dans la oui, police. entre le directeur général et le porte-parole, c'est Michel-Ange Louis Jeune qui est porte-parole. Il y a aussi Francine Moreau, qui est responsable de l'académie, qui aussi a reçu, maintenant qui est devenu inspecteur général. Okay. Et il faut dire aussi que Carl-Henri Boucher, pour être nommé directeur de la DCPA, a dû recevoir le titre maintenant d'inspecteur général. Et là, il devient un directeur aussi de la police administrative. Donc voilà un petit peu pour les changements, c'est ce qu'il faut retenir, et pour les noms et les postes. Et je crois aussi que le commissaire Rameau est muté en République dominicaine. Alors, pas encore. Il est rappelé à la direction générale en attendant qu'il soit nommé responsable de liaison entre Haïti et la République dominicaine. Mais pour l'instant, il est rapatrié au niveau de la direction générale. Mais Rameau qui a passé quand même 7 ans à la tête de la DCPJ. Rameau, on dit de lui qu'il a fait du bon boulot à la tête de la police judiciaire. Luckner Garot. Alors, dites-moi, qu'est-ce qui, selon vous, justifie cette décision qui est arrivée un peu comme un coup de tonnerre dans un ciel bleu? Pourquoi cette précipitation? Qu'est-ce que ça veut dire d'après vous? La police dit toujours que c'est la routine. Ouais, la police fait des transferts, la police remplace. C'est un peu pour dynamiser l'institution. C'est ce que la police répond toujours quand on pose des questions sur les transferts. Oui, mais il y a des coïncidences qu'on ne peut pas ne pas voir. Maintenant, si on met tout ça dans le contexte des 6 et 7 juillet, on va dire que la police tente peut-être de se refaire une image. Parce qu'on parle de 2 entités fondamentales pour la police. La police administrative, la police judiciaire. Donc, ce sont là 2 entités importantes pour la police. Donc, dans un contexte où la police est décriée, certains reproches au corps et la passivité de ses membres, les 6 et 7 juillet dernier. Donc, la police a besoin de redonner confiance. La police a besoin de se redynamiser afin de dire à tout le monde, voilà, on est là, on travaille et on le fait de concert avec la présidence. Et nous avons tiré les leçons des 6 et 7 juillet. Peut-être bien, parce que là, avec un nouveau directeur à la DCPJ et à la direction centrale de la police administrative. Donc, on peut s'attendre à des résultats. Surtout que Carl-Henri Boucher est reconnu pour sa capacité à innover. Donc, peut-être que maintenant, il va insuffler de l'énergie à la police administrative et on peut voir la différence par rapport à ce qu'on a vu les 6 et 7 juillet. Cela dit, si on a l'esprit un petit peu tordu, un petit peu vicieux, on remarquera que tous ces changements se sont soldés par des promotions. Oui. Il n'y a eu aucune sanction. Aucune sanction. N'a été prise contre aucun. Joanny Caneus était directeur de la DCPA, maintenant il devient directeur de la DCPJ. Carl-Henri Boucher, il était responsable, il coordonnait les directions départementales, maintenant il devient directeur de la police administrative. Non, c'est des promotions, on va dire. Et des promotions, voilà. Eh bien, écoutez, ces messieurs sont aujourd'hui installés, les cérémonies d'installation ont eu lieu. Il ne reste plus que de les voir à la tâche. On les attend au boulot. Merci infiniment, Luckner Garot, et bonne fin de soirée. Serge. C'est toujours un plaisir. C'était notre reporter Luckner Garot qui nous revenait un peu sur le film des changements importants qui ont eu lieu aujourd'hui au sein de la police nationale. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne.